Bonjour à tout le monde. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir pour notre deuxième demi-journée qui traitera de la lutte contre la stigmatisation pour une pratique de santé plus inclusive. Moi, je suis Faïchka Richer. Je suis professeure à McGill et je travaille présentement comme médecin conseil dans la région du Nunavik. For those of you who wish to access the English translation of the conference, you should click on Interpretation at the bottom of your screen and select English as the language. If you would prefer to hear the interpreted language only, click Mute Original Audio. If you have any questions on this, I think you can put your questions in the chat and someone will help you out. Alors, j'aimerais, tout comme hier, présenter nos facilitatrices qui sont Caddy et Geneviève, qui sont aussi les organisatrices de la journée. Et comme on sait, le territoire est au cœur de l'identité des nombreuses communautés des peuples autochtones qui se sont établis au cours des millénaires sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui le Québec. Notre journée thématique sur la stigmatisation nous amène évidemment à reconnaître les diverses sources de stigmatisation à laquelle font face les populations autochtones et le rôle que pourrait jouer la santé publique dans le processus de réconciliation avec les Premières Nations et les Inuits. Comme on est en mode virtuel, chacun d'entre nous sommes sur des territoires différents, donc j'aimerais plutôt remercier la nation Anishinaabe, puisque je suis présentement sur le territoire de la nation Anishinaabe à Val-David. Au niveau de la déclaration des conflits d'intérêts, je suis évidemment très en faveur du sujet dont on parle aujourd'hui, mais je n'ai aucun conflit d'ordre financier ou autre. Pour tenter d'avoir une participation la plus conviviale possible, on vous inviterait à garder vos caméras ouvertes tout en mettant votre micro en mode sourdine lorsque vous ne prenez pas la parole. Aussi, si c'était possible de bien inscrire votre nom et l'organisation pour laquelle vous travaillez pour qu'on puisse bien vous reconnaître. Pour changer votre nom, il suffit de cliquer sur les trois petits points en haut à droite de votre image dans Zoom et de choisir « Renommer », d'inscrire vos noms et l'acronyme de votre organisation et choisir « OK ». Encore ici, si vous avez de la difficulté avec cette modalité, simplement l'indiquer dans le chat, s'il vous plaît. Tout comme hier, la journée est enregistrée pour permettre aux gens qui ne peuvent y être de l'écouter par la suite. La journée sera rendue disponible surtout sur la plateforme de l'événement et sur YouTube. Toutes les présentations seront disponibles sur le site web des JASP, mais simplement après l'événement. Concernant les questions, on aimerait vous rappeler que oui, effectivement, même si nous sommes en mode virtuel, on aimerait que les gens participent le plus possible. Pour ça, ça veut dire le plus possible de participer à la séance de questions. Vous pouvez mettre vos questions et commentaires dans le chat. Les animatrices et les facilitatrices du chat nous informeront à ce moment-là des questions qui sont dans le chat. Vous pouvez aussi poser vos questions à main levée pendant les périodes de questions. Donc, on n'interrompra pas les présentations pour les mains levées, mais on va tenir compte des questions qui sont dans le chat au fur et à mesure. Si encore ici, pour l'inscription de vos questions, vous avez un pépin technique,
Vous pouvez écrire dans le chat, mais vous pouvez aussi vous adresser spécifiquement à l'équipe technique en sélectionnant Envoyer à Team Iluxi, s'il vous plaît. Donc, si on revient un peu sur ce qu'on a vu hier, on a surtout présenté des éléments généraux de concept sur ce qui définit la stigmatisation, comment est-ce que la stigmatisation amène une certaine forme de discrimination. On ne l'a pas mentionné hier, mais peut-être que je me permettrai un petit ajout ici, c'est de rappeler que la stigmatisation, comme toute forme de discrimination, peut être non intentionnelle. Donc, il ne suffit pas pour définir la stigmatisation qu'il y ait eu intention de stigmatisation, mais on peut parfois, comme on l'a vu hier dans certains des exemples, à travers les actions de santé publique qu'on fait, on peut contribuer à un certain étiquetage qui pourra affecter certaines populations, affecter leur identité, leur santé mentale, leur santé physique aussi, étant donné que ça peut parfois entraver le recours aux services. On a vu hier, par exemple, que certains exemples dans le cadre de nos activités de surveillance et celles de la pandémie sont particulièrement éloquentes dans les risques de stigmatisation qui peuvent résulter de nos interventions, même si elles sont tout à fait fondées sur une vision de la santé populationnelle. Donc, on pose ici l'hypothèse que la vaste majorité des personnes qui sont présentes aujourd'hui ont à cœur de ne pas contribuer à la stigmatisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va plutôt regarder quels sont les types d'interventions qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut les faire pour éviter qu'il y ait ce paradoxe entre une intervention populationnelle et stigmatisation de certaines sous-populations qui sont moins bien desservies. Donc, hier, en plus d'avoir une conférence très intéressante de la part de Michel Désy sur l'historique, la définition de la stigmatisation, on a aussi eu une présentation extrêmement éclairante d'Olivier Ferlat sur le concept d'intersectionnalité que tout le monde a de la difficulté à prononcer. Il nous a surtout sensibilisés, je pense, aux bénéfices, aux avantages peut-être de cette approche d'intersectionnalité sur notre approche plus classique des déterminants sociaux parce que ça permet finalement de faire un amalgame de différentes couches de discrimination possibles entre les différents types de déterminants sociaux, alors qu'en santé publique, par notre approche épidémiologique, on a tendance à regarder les déterminants sociaux de façon isolée. Par exemple, il nous a illustré cette métaphore par celle d'un gâteau dont les ingrédients, une fois mis ensemble, ne peuvent plus être divisés une fois le gâteau terminé. Et c'est cette façon très intéressante d'illustrer le fait que dans le vécu des individus, les différentes formes de stigmatisation et de discrimination font un tout en bout de ligne et que ça affecte de façon plus ou moins grande les différents individus en fonction des différentes couches de discrimination. Durant les tables rondes, on a pu regarder plusieurs exemples de ce type de discrimination, notamment dans la table ronde numéro 1. On a eu l'occasion de discuter avec M. Fallu et Mesdames Lagacé et Fortier sur le fait que, notamment dans le cadre de la lutte à la pandémie, certaines communications de risque, peut-être surtout par nos élus, ont probablement exacerbé les effets de la stigmatisation sur certaines populations, notamment les personnes âgées, les utilisateurs de substances et les personnes en situation d'itinérance. Encore ici, je pense qu'on comprend bien que
la stigmatisation était bien involontaire de la part des personnes qui s'occupent de diriger l'effort de lutte à la pandémie, mais malheureusement, je pense qu'on ne peut pas nier que ça a pu avoir eu des effets extrêmement dévastateurs sur certaines populations. La même chose existe pour certaines populations quand elles essaient d'avoir accès aux services publics comme l'éducation, l'emploi, le logement, les soins de santé. Et dans ce cadre-là, on a eu des entretiens très éclairants avec M. Rougy, Mme Goyer et Muriel Maxing. On a regardé la situation particulière des Canadiens noirs, des personnes autochtones et des personnes aux prises avec les difficultés de santé mentale. Ce qui a été proposé dans le cadre de cette table ronde-là, c'était peut-être qu'il y a des avantages à utiliser une approche non biomédicale, faire attention aux propos et de reconnaître le racisme systémique en agissant avec souplesse et de travailler en collaboration avec les populations touchées et de miser sur leurs forces. Pour ce qui est de la table ronde numéro 2, j'ai confondu, excusez-moi, j'ai confondu la table ronde numéro 2 pour les conférenciers et la table ronde numéro 3. Donc, comme vous pouvez voir sur la diapo, la table ronde numéro 2 était celle qui traitait des interventions de prévention et promotion de la santé, comment malheureusement, tout en voulant travailler sur certaines interventions qui veulent mener au bien-être des individus, certaines populations comme celles qui souffrent de stigmatisation selon l'orientation sexuelle et l'identité de genre, l'obésité et les personnes en situation de handicap peuvent être extrêmement touchées par ces interventions-là et pas nécessairement dans le bon sens. Pour ce qui est de la stigmatisation et l'accès aux services publics, c'est ici qu'on a parlé à Jude Mary Sena, Tania Sirois et Doris Provencher pour regarder la situation des Canadiens noirs, des personnes autochtones et des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Donc, désolée pour la confusion ainsi. On poursuit. On pourrait peut-être aborder la journée d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, nous allons peut-être prendre un point de vue un petit peu plus centré vers l'action, de manière à ce que les participants, à la fin de la journée, puissent avoir des idées sur comment intégrer à leur pratique des interventions qui contribueraient à minimiser les risques de stigmatisation des interventions de santé publique. On va le faire en... excusez-moi, là, je suis distraite par les messages du chat. Je vais essayer d'être plus disciplinée. On va le faire en débutant par un atelier en sous-groupe. Donc, les gens qui ont besoin d'un troisième café pourront se mettre dans l'action tout de suite après la présentation d'entrée. Nous allons travailler en 10 petits groupes pour regarder les problématiques d'accès au logement pour 10 sous-groupes de populations qui vivent des types de stigmatisation et de discrimination différents. On aura ensuite une présentation de l'Agence de santé publique du Canada sur les actions concrètes qu'on peut mettre en place pour réduire la stigmatisation. On reviendra ensuite en grand groupe pour discuter des résultats de l'atelier en sous-groupe. Et nous aurons la chance finalement d'entendre une entrevue d'experts avec les docteurs Mylène Drouin et David Martin-Milo pour ensuite conclure sur une vingtaine de minutes avec une discussion avec les participants. Donc, j'aimerais ici, d'entrée de jeu, remercier les conférenciers, l'ensemble des animateurs, les panélistes, les participants, toutes les personnes qui ont fait en sorte que cette journée soit une journée quand même qui fut extrêmement populaire et qui, j'espère, répondra à vos attentes.
Pour le temps, est-ce que nous sommes toujours dans les temps? Peut-être juste m'indiquer. Si 5 minutes en retard. 5 minutes en retard. Bon, allons-y rondement. Donc, pour le premier atelier, nous souhaitons surtout que peut-être aiguiser vos sens par rapport à la reconnaissance des situations de pratique en santé publique où il pourrait exister des risques de stigmatisation et aborder les situations à l'aide d'interventions basées sur les bonnes pratiques. La façon dont on va fonctionner sera de faire une réflexion en sous-groupe, comme je le disais tout à l'heure, où les sous-groupes répondront aux 3 mêmes questions, mais sous des angles différents pour des populations différentes. Donc, vous voyez les populations ici à l'écran. La répartition des participants dans les différents sous-groupes va se faire de façon aléatoire, ce qui va permettre aussi de varier un peu les perspectives. Et on reviendra, comme je l'ai dit tout à l'heure, après la première conférence du matin sur une plénière où on pourra discuter des différents résultats et comment on fait une synthèse de l'ensemble. Comme on est peut-être un peu en retard, est-ce que vous préférez qu'on débute l'atelier tout de suite, puis la description de la problématique, la lecture des questions pourra se faire dans les petits groupes? Geneviève, Caddy, votre avis sur la question? Peut-être prendre 2 minutes pour décrire rapidement. Ensuite, on se répartit en sous-groupes. Parfait. Donc, la problématique qui va être abordée dans les différents groupes est celle de l'accès au logement. Comme on sait, c'est un déterminant structurel majeur de la santé, une des conditions, en fait, qui est reconnue comme une condition préalable et indispensable à la santé depuis déjà de nombreuses années. On sait que les mauvaises conditions de logement peuvent être à la fois le reflet d'inégalités sociales vécues par les individus, mais aussi exacerber les inégalités sociales de santé qu'elles vivent par leur impact sur la santé mentale et leur santé physique. La raison pour laquelle cette situation ou le code du logement a été pris dans le cadre de cette conférence est certainement lié au fait que ces iniquités d'accès au logement semblent s'être beaucoup exacerbées par la récente pandémie et que, bon, l'accès à des bonnes conditions de logement était assez primordial dans les mesures de lutte à la pandémie, étant donné le confinement à domicile. Donc, on trouvait que c'était une problématique qui était particulièrement à point pour discuter avec vous aujourd'hui. Mais évidemment, l'accès au logement et les raisons pour lesquelles les différents groupes peuvent avoir des difficultés à accès au logement peut varier d'une population à l'autre et c'est un peu ce qu'on va regarder durant les groupes. Comme vous allez le voir dans les questions qu'on va vous laisser explorer en groupe, on va vous demander souvent de réfléchir à si les défis ou les interventions, les conditions de succès que vous identifiez, si vous jugez qu'elles seraient communes à d'autres groupes que celui sur lequel vous travaillez, ou si la situation que vous décrivez est bel et bien unique à votre population. Par exemple, dans le contexte autochtone, il peut y avoir des problématiques qui sont uniques aux populations autochtones, celles vivant en communauté, par exemple. Mais les populations autochtones, lorsqu'elles cherchent des logements hors des communautés, peuvent vivre des défis qui sont peut-être communs à d'autres populations qui vivent l'itinérance ou qui sont des populations racisées. Donc, c'est l'exercice qu'on va vous demander de faire. Je pense qu'à cette étape-ci, on pourrait laisser les gens se diriger vers leur salle. Encore une fois, la répartition sera faite de façon aléatoire. On vous souhaite un bel atelier et on vous revoit à 10h35 pour la conférence de l'Agence canadienne de santé publique.
Merci beaucoup. Notre prochaine conférence sera sur les actions concrètes pour réduire la stigmatisation et c'est en fait issu du cadre d'action de l'Agence canadienne de santé publique qui a publié il y a quelques mois, peut-être même un an, un cadre de référence sur les façons d'agir sur le plan culturel pour contrer la stigmatisation. Donc, ce sera une présentation de Mme Tammy Bell et d'Élise Fortier. Je vais rapidement présenter Tammy Bell, qui est directrice exécutive du bureau de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada. Elle met en œuvre la vision et les priorités de l'administratrice en chef en mesures concrètes. Avant de joindre l'Agence canadienne, Mme Bell a occupé le poste de directrice au Bureau des affaires internationales et agissait comme personne ressource dans le cadre des activités de coopération mondiale en santé à Santé Canada et à l'Agence de la santé publique du Canada. Madame Élise Fortier est une analyste et chercheure pour l'unité de rapport du Bureau de l'administratrice en chef de la santé publique. Elle contribue au développement des rapports et autres produits. Élise est candidate au doctorat en santé de la population à l'Université d'Ottawa. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la parole aux conférencières. Comme on le disait, vous pouvez dans le chat mettre vos questions au fur et à mesure. Dans la période de questions, on peut également lever la main et les facilitatrices vont gérer les questions du chat selon leur fréquence. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être ici et un honneur de présenter OJAS. Mon nom est Tammy Bell et je suis de l'Agence de la santé publique du Canada dans le bureau de l'administratrice en chef de la santé publique. Et je commence d'abord en reconnaissant que les terres d'Ottawa sur lesquelles je suis située font partie du territoire traditionnel non cédé de peuple Anishinaabe-Algonquin. Le but de notre présentation aujourd'hui est de présenter le cadre d'action pour bâtir un système de santé inclusif du rapport annuel 2019 de la Dr. Tam, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, et de décrire des moyens de mettre en pratique les éléments du cadre d'action dans le développement d'interventions et d'actions de santé publique inclusive. Par la suite, nous aurons une période d'échange et de questions de 10 minutes. Pour ceux qui ne le savent pas, l'administratrice en chef publie à chaque année un rapport annuel pour décrire la santé des Canadiens et puis souligner un enjeu de santé publique clé au Canada. Devant vous, vous avez la liste des rapports publiés depuis 2018. Le rapport sur la stigmatisation a été publié en fin 2019, quelques mois avant la pandémie. La Dr. Tam a réalisé très tôt dans son mandat que les nombreuses formes de stigmatisation sont des problèmes de santé publique importants et qu'elle devait prioriser la lutte contre la stigmatisation afin d'avancer l'équité en santé. Comme tous les rapports de la Dr. Tam, le rapport sur la stigmatisation est informé par des revues de données probantes et des consultations, incluant des consultations avec des personnes qui ont des expériences vécues de stigmatisation intersectionnelle. Je passe maintenant la parole à Élise pour décrire des définitions et concepts clés ainsi que les éléments de cadre d'action. Merci, Tammy. Bonjour, mon nom est Élise Fortier et je suis aussi de l'Agence de la santé publique du Canada, dans le bureau de l'administratrice en chef de la santé publique. On entend un écho. Est-ce que ça se peut que vous ayez deux micros ouverts? Oh oui, désolé, on est dans la même salle, un instant. Est-ce que c'est mieux? Parfait. OK, désolée. Alors, je reprends. Je suis aussi de l'Agence de la santé publique dans le bureau de Dr. Tam. Nous passons maintenant à quelques définitions et concepts clés
avant de décrire les moyens de mettre en pratique les éléments du cadre d'action dans le développement d'interventions et d'actions de santé publique inclusive. Sautons donc dans le vif du sujet en commençant par quelques divisions et concepts. Il existe plusieurs types de stigmatisation pouvant toucher les caractéristiques, les comportements et les pratiques des personnes et des conditions de santé. Le rapport 2019 examine spécifiquement la stigmatisation liée aux identités racialisées, la stigmatisation sexuelle et de l'identité du genre, celle liée à la santé mentale, à la consommation des substances, celui lié au VIH et la stigmatisation liée à l'obésité. C'est aussi important de dire que les gens sont souvent exposés à la stigmatisation intersectionnelle où plus d'un type de stigmate se chevauche et peuvent interagir de façon à affecter la santé ou même d'entraîner des résultats de santé plus graves. La stigmatisation se manifeste à différents niveaux. Ces différents niveaux sont importants pour identifier où mettre en place des interventions. Dans le rapport, nous avons défini les différents niveaux comme suit. Alors, premièrement, on a le niveau individuel. On a la stigmatisation vécue, par exemple, la détresse face à un acte stigmatisant, mais aussi la stigmatisation intériorisée, comme la honte ou l'embarras liés par exemple à une identité ou un problème de santé. Il y a aussi la stigmatisation qui peut être anticipée, ce qui peut entraîner, par exemple, la diminution de l'utilisation de services de santé. Au niveau interpersonnel, les professionnels de la santé publique peuvent utiliser un langage stigmatisant ou fournir un traitement inadéquat ou incomplet. Au niveau institutionnel, la stigmatisation se manifeste par exemple par des environnements physiques non inclusifs ou par des politiques de travail qui ne tiennent pas compte des personnes vivant avec des conditions stigmatisées. Et finalement, au niveau populationnel, la stigmatisation est perpétuée par des stéréotypes négatifs, par exemple une protection juridique inadéquate et des représentations négatives dans les médias. Différentes formes de stigmatisation peuvent affecter la santé de trois façons importantes. Premièrement, elles réduisent l'accès à des ressources comme les services de santé, mais aussi à l'éducation et le logement. Deuxièmement, elles contribuent au stress chronique, se répercutant sur la santé mentale et physique et les comportements d'adaptation. Finalement, la violence et les agressions motivées par la stigmatisation entraînent aussi des conséquences importantes. Avant de passer au cadre d'action, il est important qu'on comprenne les voies de la stigmatisation. Le modèle des voies de la stigmatisation provenant du rapport aussi nous permet de comprendre les domaines nécessitant une intervention. Alors, pour comprendre comment toutes ces facettes de la stigmatisation s'articulent ensemble, le modèle des voies de la stigmatisation a été développé pour le rapport de 2019. Le modèle vise à présenter une nouvelle façon de penser à la stigmatisation, puisqu'il permet de considérer plusieurs formes de stigmatisation et leur interaction, et de mieux comprendre comment la stigmatisation contribue aux inégalités et iniquités sociales et de santé. Le modèle représente donc, si on veut, une étape importante dans l'élaboration éventuelle d'interventions et d'actions politiques. Bref, le modèle fonctionne de gauche à droite, en commençant à gauche par les facteurs de stigmatisation, comme des croyances ou des normes, ce qui entraîne ensuite l'étiquetage des personnes basées sur un ou plusieurs formes de stigmatisation. Une fois que ces personnes sont étiquetées, elles sont ensuite exposées à des pratiques de stigmatisation, à des actes discriminatoires par d'autres personnes ou par des institutions ou même la société en général. Finalement, les expériences de stigmatisation érodent la santé des individus et augmentent les inégalités sociales. Le modèle de la stigmatisation peut être utilisé pour comprendre différents types de stigmatisation et comment ils se recoupent. Je vais vous donner un exemple dans la prochaine diapositive. Mais le modèle de stigmatisation est important pour mieux comprendre les mécanismes et les enjeux, ce qui nous permet de développer des interventions visant les facteurs, les pratiques et les expériences de stigmatisation, ainsi que les résultats de santé. Alors, je vous donne un exemple. Voici le modèle de stigmatisation lié à l'utilisation de substances. En partant de la gauche,
Les facteurs de stigmatisation incluent les croyances qu'utiliser des substances est un échec moral, que les gens pourraient choisir d'arrêter, et même que les personnes qui utilisent des substances sont irresponsables ou même dangereuses. Ces facteurs se croisent ensuite, souvent avec d'autres formes de stigmates, comme ceux liés au racisme ou à la maladie mentale, la santé mentale, et se traduisent par des pratiques stigmatisantes et discriminatoires. Dans le système de santé publique, par exemple, ça peut inclure un langage dévalorisant, comme utiliser des termes inappropriés comme accro ou junkie, et une empathie réduite face aux personnes qui utilisent des substances et un manque de motivation à les aider à répondre à leurs besoins. Ce genre de pratiques diminue non seulement la qualité des services que reçoivent ces personnes, mais peuvent aussi amener les personnes à éviter les services sociaux et les services de santé. Et ça peut aussi les pousser à utiliser d'autres stratégies d'adaptation comme l'isolement social ou la consommation de d'autres substances. Idéalement, les organisations en santé publique utiliseraient ce modèle pour identifier les points potentiels d'intervention dans leurs organisations, puis utiliseraient le cadre suivant pour développer un plan d'intervention. Alors maintenant qu'on comprend les voies de la stigmatisation, la prochaine étape est de passer à l'action. Le cadre d'action pour bâtir un système de santé publique inclusif a été développé pour le rapport en 2019 et a vraiment été conçu pour être utilisé avec le modèle des voies de la stigmatisation qu'on vient juste de voir. Donc, comme on l'a mentionné, le modèle des voies de la stigmatisation nous permet de comprendre les domaines nécessitant une intervention et le cadre d'action est utile pour élaborer ces interventions. Alors, voici une vue d'ensemble du cadre d'action élaboré en 2019. Je vais aller à travers chaque niveau dans les prochaines diapositives. Mais le cadre d'action présente un résumé des types d'interventions s'appuyant sur des données probantes pouvant être envisagées pour aborder la stigmatisation dans le système de santé et le système de santé publique. Alors, comme j'ai mentionné, je vais aller en plus en détail dans les prochaines diapositives, mais une première chose à remarquer, c'est que le cadre est organisé par différents niveaux. Le niveau individuel, interpersonnel, institutionnel et celui de la population, comme on a discuté dans les diapos précédentes. Mais c'est important de noter que les interventions devraient idéalement se faire à tous les niveaux, de façon complémentaire et synergique pour avoir le plus d'impact possible et pour maintenir un changement. Il est aussi important de noter que le cadre présente des moyens de lutter contre l'intersection de différentes formes de stigmatisation. Par exemple, des interventions de sécurité culturelle seraient appropriées pour lutter contre un éventail de stigmates, tels que le racisme et la stigmatisation liée à l'identité de genre. Les exemples d'interventions que nous proposons dans le cadre ne sont pas exhaustifs. Il est important que les organisations identifient des domaines d'intervention appropriés pour leur organisation et par la suite consultent la littérature sur ces interventions pour en trouver les plus efficaces. Une fois que les organisations ont élaboré leur plan à plusieurs niveaux pour réduire la stigmatisation, elle identifie également des résultats cibles ou les indicateurs qui peuvent être mesurés au fil du temps. Alors, on va commencer avec les actions au niveau de la population. Alors, les actions au niveau de la population ont le plus grand potentiel d'avoir un impact sociétal en ciblant les normes sociales et les politiques stigmatisantes. Mais elles sont probablement les plus difficiles à mettre en place, en partie parce que les interventions recoupent souvent plusieurs systèmes et plusieurs secteurs, et donc ils nécessitent une collaboration intersectorielle. Certaines initiatives prometteuses qui ont été lancées au niveau de la population sont des campagnes médiatiques pour réduire la stigmatisation. Au niveau politique, certaines lois canadiennes ont été identifiées comme jouant un rôle promoteur de la stigmatisation, comme la criminalisation de la non-divulgation du VIH. Alors, voici un exemple d'une stratégie de communication au niveau de la population. Ici, la Dr Tam a partagé des informations sur différentes formes de stigmatisation et de discrimination sur son réseau social de Twitter. Alors ici, on peut voir des différents tweets par rapport à différentes formes de stigmatisation. Alors maintenant, on passe au niveau institutionnel. Alors, comme la stigmatisation structurelle est souvent ancrée dans les organisations,
L'action au niveau institutionnel est une autre cible de changement importante. Les exemples d'actions incluent la création d'environnements physiques inclusifs, le renforcement de la diversité de la main-d'œuvre et les modifications aux politiques et aux pratiques des organisations pour être plus inclusives. Concrètement, des approches récentes dans le système de santé publique incluent instaurer des modèles de sécurité culturelle et d'humilité culturelle, utiliser des modèles de soins qui tiennent compte des traumatismes et de la violence, et développer des collaborations institutionnelles avec les personnes ayant un vécu de stigmatisation. Ici, on a un exemple. Alors, ici, c'est une initiative de l'Université d'Dalhousie avec l'Agence de la santé publique où il y a eu la création d'un mini-cours de 4 semaines pour les professionnels de la santé publique étudiants qui vont à travers différentes formes de stigmatisation comme le racisme, comme la situation liée à l'identité de genre, etc. Et qui adresse aussi l'intersectionnalité de ces formes de stigma. Un autre exemple de comment le modèle et le cadre ont été utilisés en pratique est l'incorporation des principes de sécurité culturelle et d'humilité dans l'outil CMC 360. L'outil CMC 360 est un programme national de rétroaction pour aider à évaluer le rendement des médecins dans leur rôle comme communicateurs, collaborateurs et professionnels en milieu de travail. On passe maintenant aux actions au niveau interpersonnel. Au niveau interpersonnel, la plupart des interventions actuelles visent à éduquer et à sensibiliser les gens aux stéréotypes et aux préjugés, comme par exemple des formations visant à sensibiliser les personnes qui travaillent dans le système de santé publique aux différentes formes de stigmatisation. Les études démontrent que ce type d'intervention aide les gens à mieux comprendre les conditions stigmatisées et à réduire les stéréotypes. Mais il faut dire que les recherches en 2019 étaient limitées et que l'efficacité à long terme n'est pas encore connue. Alors, ceci, c'est un petit rappel que le rapport et le code d'action est vraiment basé sur une revue de la littérature et des preuves en 2019. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup qui a été publié depuis. Alors, c'est juste un rappel que c'est basé sur ça. Maintenant, pour le niveau individuel, souvent, au niveau individuel, les actions visent souvent à réduire la stigmatisation internalisée et promouvoir la santé et le bien-être mental des individus. Même comme on a dit que c'est super important d'interagir à tous les niveaux, puis souvent on voit le plus grand changement au niveau de la population, c'est quand même très important de soutenir les personnes au niveau individuel qui sont stigmatisées. Un exemple d'intervention au niveau individuel, c'est le soutien de groupe qui permet, entre autres, d'examiner ses propres croyances stigmatisantes et de trouver un soutien social avec les autres. Pour conclure, le cadre d'action constitue un point de départ qui permet de cerner des actions prometteuses en fonction des connaissances actuelles. Mais il en reste à nous de concevoir, d'adapter, de mettre en œuvre et d'évaluer des actions contre la stigmatisation pour un changement significatif et durable. Le cadre d'action est un outil qui peut être adapté pour être utile pour quiconque qui travaille dans le système de santé publique. Alors, on espère que le rapport ainsi que le modèle et le cadre d'action peuvent aider les dirigeants du système de santé publique, les chercheurs et tous ceux qui travaillent dans le système de santé publique, comme vous, à prendre des mesures individuelles et par l'intermédiaire de leurs organisations. La mise en œuvre de politiques et de programmes institutionnels inclusifs sont mesurés de manière continue et ouverte est la seule façon dont nous pouvons influencer sur le changement à l'échelle du système. Alors, juste un rappel ici que si vous voulez plus d'informations sur le cadre d'action ou sur le rapport, il est disponible en ligne. Vous pouvez juste suivre le lien. Alors, merci beaucoup. J'ai bien hâte d'entendre vos questions, vos idées et vos commentaires sur ce sujet très important et comment le cadre d'action pour bâtir un système de santé publique inclusif s'insère dans vos recherches et interventions. Nous allons maintenant commencer la période de questions de 10 minutes. Oui, merci beaucoup, Tammy et Élise, pour cette excellente présentation. Donc,
Fescia, c'est Dominique. Oui, bonjour. Oui. On a déjà une question de Mme Nesrine Béchet. J'espère que je prononce bien le nom. Elle demande, avez-vous des références d'indicateurs sur la réduction de la stigmatisation au niveau institutionnel? Je peux peut-être expliquer, en fait. Un instant. Oui, je peux peut-être expliquer la question. C'était, dans la présentation, vous aviez dans le tableau au niveau institutionnel, vous aviez une série d'actions qui étaient recommandées. Puis, ça disait, ça parlait d'indicateurs sur la réduction de la stigmatisation. Fait que je voulais savoir si vous aviez une liste de références que je pourrais, de laquelle je pourrais partir, m'inspirer. Voilà. Oui, alors malheureusement, on n'a pas une liste d'indicateurs. Une chose qu'on a identifiée lorsqu'on a écrit ce rapport, c'est qu'il y a vraiment un manque d'informations de preuves sur les différentes formes de stigmatisation et les indicateurs et comment ils s'entrecroisent. Et on a identifié ce besoin pour des données désagrégées et désagrégées. Par contre, on n'a pas une liste d'indicateurs à partager à ce moment. Peut-être que je me permettrais, je ne sais pas si j'ai le droit, mais en tout cas, je vais prendre le droit. Je me permettrais de dire qu'il y a, dans la notion de sécurité culturelle ou de sécurisation culturelle en milieu autochtone, on est en train de développer des indicateurs pour les milieux de soins qui permettraient de regarder ce genre de choses. Et ça ferait référence, par exemple, à la proportion du personnel de santé qui serait d'origine autochtone, par exemple, ou l'offre de services pour des pratiques traditionnelles, ce genre de choses. Donc, ça permettrait de regarder la discrimination ou en tout cas le confort qu'on est capable de créer au niveau des établissements. C'est pas des choses qui sont encore très validées ou très diffusées largement, mais c'est un peu le genre d'approche. La mise en place de politiques pour le traitement des plaintes, par exemple, ou des trucs de ce genre. Je pense que c'est vraiment la voie à suivre. Oui, merci. Si c'est possible, est-ce que tu pourrais partager? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. On a aussi reçu un commentaire de M. Jean-Sébastien Fallu. Dans les solutions, ne faudrait-il pas des représentations positives plutôt que stéréotypées dans les médias et ailleurs? Oui, absolument. C'est un très bon point. La représentation dans les médias est extrêmement importante. Alors, d'une approche populationnelle, de montrer des populations d'une façon positive qui sont souvent stigmatisées, c'est très, très important. Alors oui, c'est un bon point. Et c'est aussi quelque chose qui peut être mesuré assez facilement en faisant des revues de presse. Je vais juste ajouter que la Dr. Tam surtout a essayé d'inclure des représentations positives dans sa communication, surtout sur la COVID-19 et pendant la période de la vaccination. C'est une chose qu'elle veut vraiment walk the talk en ce qui concerne son rapport et comment on l'utilise ici à l'agence. Walk the talk, en français, on dit que les babines suivent les bottines. Que les bottines suivent les babines. Idéalement l'inverse. Oui. Donc, si je comprends bien, le chat est assez silencieux. Et mais c'est peut-être l'heure de la pause. Donc, peut-être je demanderais à Caddy et Geneviève de nous dire si vous voulez que je pose une autre question ou si on va directement à la pause.
Vous pouvez poser une dernière question et on peut aller à la pause par la suite. Merci. Bon, à moins que quelqu'un lève la main pour poser une question, je me permettrais peut-être un commentaire. En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est ce qu'on voit de plus en plus, et je pense que c'est vraiment la voie de l'avenir, c'est ces intersections. C'est de voir comment les interventions peuvent, surtout celles qui sont davantage macro, permettent d'agir sur plusieurs niveaux de stigmatisation et agir positivement sur plusieurs populations à la fois. Et donc, c'est ici que l'intersectionnalité peut-être et les notions de déterminants sociaux structurels sont les plus intéressants. Et le défi, par contre, quand on regarde la question de la mesure qui était soulevée par Nesrine, c'est que nos outils épidémiologiques sont basés sur des mesures individuelles. Et donc, il y a des nouveaux outils épidémiologiques qui regardent des indicateurs de façon collective, mais ça reste des enjeux importants où finalement nos outils mesurent mal ce sur quoi on veut intervenir. Alors, je ne sais pas si vous avez des pistes de solutions par rapport à ça. Une chose, c'est pas dans le système de la santé, mais pour la fonction publique au niveau fédéral, par exemple, je sais que le greffier a lancé un appel de lutter contre le racisme, la discrimination et d'avancer l'inclusion dans la fonction publique. Et une partie de cet appel est le greffier a invité tous les sous-ministres de tous les départements, tous les ministères du gouvernement fédéral à écrire une lettre ouverte où ils doivent démontrer et décrire comment les dirigeants, le cadre exécutif dans ces ministères vise à avancer cet appel. Et je pense que ce n'est pas un exemple des données, mais en fait, c'est en anglais, it's a start. C'est le début d'un discours dans la fonction publique et surtout au Canada pour démontrer comment le gouvernement puisse appuyer ces initiatives et vraiment donne aux groupes et aux populations qui sont moins représentatives dans la fonction publique une occasion de faire leur mieux et de mettre en place des initiatives pour avoir une fonction publique plus inclusive. Vous pourrez voir dans le chat un exemple de témoignage positif lié au VIH et aussi un commentaire de M. Fallu. Il me semble que la non-monogamie, les pratiques sexuelles marginales, minoritaires et le travail du sexe manquent dans les exemples en général, indépendamment du rapport. Oui, évidemment, c'est encore des groupes, des populations qui qui expérimentent beaucoup de discrimination. Pour le rapport, on peut seulement choisir un certain nombre de formes de stigmatisation pour vraiment aller voir, mais c'est sûr qu'il y a tellement de différentes formes de stigmatisation. C'est vrai qu'on a besoin d'avancer pour combattre la stigmatisation liée à les pratiques sexuelles minoritaires et les personnes, les travailleurs de sexe.
Nous avons une main levée, mais malheureusement, il est presque 11h15. Alors, Kadi, est-ce qu'on prend la main levée ou non? Un commentaire rapide parce qu'il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, mon commentaire, c'était une question de précision pour Faïska. Lorsqu'elle a fait le commentaire tantôt en lien, j'ai pris des notes là. Je résume, tu semblais dire que les outils épidémiologiques mesurent mal les situations de stigmatisation vécues par certains groupes. Puis, compte tenu qu'à l'Institut, on fait des publications en lien avec l'Infocentre sur la surveillance des populations au niveau du Québec, j'aurais aimé que tu discutes davantage de ce point-là pour qu'on le comprenne tous bien, avec plus de précision. Mais écoute, là, c'est peut-être un peu à part sur la préoccupation de notre atelier aujourd'hui, mais où on fait ça plus tard, d'ici 12h30. C'est juste un élément de clarification que j'aurais aimé poursuivre la conversation avec toi là-dessus. Votre écran est partagé, juste au c'est pas vous voulez. Oui, j'en prends bonne note. Donc, je vais peut-être élaborer un peu plus quand j'aurai la parole vers la fin de la journée, la fin de la demi-journée. Parfait. Donc, ce serait maintenant l'heure de la pause. Donc, normalement, nous avons une pause de 10 minutes. Maintenant, étant donné le temps, est-ce qu'on reprend donc dans 10 minutes, Kadi, ou on reprend plutôt à E20? Oui, si possible, on peut reprendre à E20. Donc, on se donne rendez-vous tout le monde à E20 pour essayer de rattraper un peu notre retard. Oui. Et on vous invite à garder votre connexion ouverte. Vous pouvez évidemment fermer votre caméra pendant la pause. Fermez vos micros également. Merci. Regardez les résultats de la mise en commun. On va s'assurer de faire ça assez rapidement pour être en mesure de laisser du temps de questions. Donc, on a ici, concernant les défis, donc l'idée de l'objectif de l'atelier était évidemment de faire ressortir les éléments spécifiques ou communs des défis sont vécus par les populations qui vivent de la stigmatisation. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, certains des défis qui sont peut-être plus spécifiques à une population que d'autres, mais qu'il y a plusieurs défis qui sont en fait que pour les défis, évidemment, les défis qui sont communs à plusieurs populations, c'est toutes celles toutes les populations finalement, comme elles ont peu accès au logement, elles vont devoir payer plus cher. Elles vont manquer donc de revenus adéquats pour les autres besoins de base. Vont pouvoir avoir accès à un logement de moins bonne qualité. Clairement, ça va de soi et ça pourra avoir un impact beaucoup sur leur santé, santé mentale et physique. Donc, ça, c'est des éléments qui sont assez bien connus, je pense, que des personnes de santé publique. Si on regarde un peu les défis qui sont plus uniques à certaines populations, évidemment, les personnes qui sont touchées par le VIH les défis sont plus autour de la peur du VIH et donc un besoin de sensibilisation. Les personnes migrantes sans papier, évidemment, vont avoir des défis d'ordre administratif. Et les utilisateurs de substances, évidemment, pourraient vivre une éviction ou en tout cas des problèmes avec leurs propriétaires ou leurs voisins, étant donné
leur utilisation de substances. Pour ce qui est des hospitalisations prolongées, la barrière de la langue, je pense que c'est des éléments qui sont quand même assez communs. Les personnes racisées aussi peuvent, que ce soit les personnes noires ou d'autres groupes ethniques, pourront peut-être vivre des enjeux de ghettoisation qui, je pense, sont aussi dans les éléments communs, mais avec certains éléments spécifiques selon les différents groupes. On pourrait passer peut-être aux interventions. Donc, évidemment, s'il y a plusieurs défis qui sont communs, on devine que les interventions, il pourrait y avoir plusieurs interventions qui sont communes également. Alors, toutes les interventions qui visent à travailler sur la réduction du prix, des subventions au prix, un cadre réglementaire qui permet de diminuer ou en tout cas limiter les hausses de prix, mais aussi un cadre réglementaire qui travaille sur l'amélioration des rénovations, par exemple, peuvent avoir un impact positif sur l'ensemble des populations qui vivent la discrimination face à l'accès au logement. Les interventions plus spécifiques, évidemment, on parle dans le cas de pour la table 2, on parle d'éducation sexuelle pour essayer de déstigmatiser sur la question de l'orientation sexuelle, les pratiques minoritaires et l'identité de genre. Les personnes qui sont en situation de handicap, évidemment, devront avoir accès à des environnements plus accessibles sur le plan physique, peut-être aussi du soutien cognitif qui, apparemment, oui, pourrait être plus spécifique à leur population. La question de l'utilisation de substances pourrait être améliorée par des politiques de décriminalisation de l'usage de substances. Pour ce qui est de mieux documenter le problème, la participation avec les populations, d'avoir des logements adaptés, beaucoup d'accompagnement et de travailler directement avec les populations sont vus comme des enjeux spécifiques ou des types d'interventions spécifiques, mais je pense qu'on pourrait aussi le voir comme des enjeux communs. C'est-à-dire que le travail directement avec les populations concernées, évidemment, on va aller voir les différentes populations de façon spécifique, mais le thème ou le concept de dire, quand on travaille avec des populations, de s'assurer de la pertinence de nos interventions sont de travailler directement avec ces personnes-là. On revient ici à des enjeux d'empowerment qui sont bien connus, les stratégies de promotion de la santé. Les programmes de soutien financier aussi sont mentionnés dans des enjeux spécifiques qui, je pense, pourraient être mis plutôt dans des enjeux communs. L'idée ici n'est pas nécessairement d'avoir une liste exhaustive de la solution de l'accès au logement, mais plutôt de revenir à ce concept dont on parle depuis le début, c'est-à-dire que différentes formes de stigmatisation vivent des enjeux communs et donc des solutions communes. Et peut-être qu'une des formes d'action de santé publique qui pourrait améliorer un peu l'efficacité, c'est que les différentes expertises soient mises en commun. Plutôt que de travailler en silo sur les différentes populations. Par exemple, moi, je travaille beaucoup en population autochtone. J'ai tendance à me centrer sur les enjeux des populations autochtones et je peux oublier que ces populations peuvent vivre des enjeux qui seraient semblables dans une certaine mesure avec d'autres populations. Donc, je pense que c'était plutôt l'objectif de l'exercice. Si on regarde maintenant en tout dernier lieu rapidement les conditions de succès, un peu comme dans le même esprit, c'est sûr que l'accessibilité des ressources financières et autres, c'est une condition de succès sine qua non à toute intervention de santé publique.
Et encore ici, la mise en commun des différents budgets pourrait permettre de faire des interventions à plus large spectre. Je pense que ça peut être intéressant. On mentionne ici, comme dans l'intervention, le fait que de travailler directement avec les populations visées, c'est un élément de succès essentiel, c'est-à-dire que pour les populations autochtones comme pour les autres populations, sans une bonne représentativité dans nos groupes de travail des personnes visées, on peut facilement se tromper sur les vrais besoins et les bonnes solutions. Les migrants, évidemment, vont avoir besoin d'un accompagnement qui est très spécifique à leur réalité. Ça, je pense qu'on convient tous que c'est une intervention qui demeure assez spécifique à cette population-là. L'engagement des populations dans la prise de décision, je pense qu'ici, on parle aussi, au-delà de l'empowerment et de travailler auprès des populations, mais c'est de leur donner un certain niveau de gouvernance. Je pense que c'est tout à fait juste. On parle ici d'enjeux de réponse globale. Alors, évidemment, là, on fait référence au fait que si on peut mettre en commun une approche beaucoup plus large sur la stigmatisation ou l'exclusion sociale en général, peut-être qu'on peut faire une pierre deux coups ou une pierre même plusieurs coups. Je m'arrêterai ici, je crois. Peut-être pour laisser la place, le temps à quelques questions. Est-ce que quelqu'un fait l'animation des questions à partir du chat, s'il vous plaît? Peut-être plus un commentaire de M. Jean-Sébastien Fallu qui dit « Pour les substances, la décriminalisation peut certainement aider selon ses modalités, mais ne suffira pas à déstigmatiser. Tant que c'est interdit, ça restera stigmatisé structurellement. » Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça, Fishka? Non, je pense que ça va de soi. Mais je pense que ce à quoi ça fait référence, c'est aussi le fait que aucune des interventions il ne peut n'y avoir qu'une intervention. Aucune des interventions peut être considérée comme une panacée. Comme ça a été dit dans la conférence, même si les approches structurantes ou les approches de politique publique ont tendance à avoir une plus grande efficacité, ça ne nous empêche pas d'avoir à intervenir sur plusieurs niveaux à la fois. Dans le chat. Y a-t-il d'autres questions? Il nous reste encore quelques minutes à la période de questions. Je cherche mon piton. Est-ce qu'il y avait des... Juste un commentaire général, en fait, sur la difficulté, je ne sais pas comment mettre ça, mais le rythme, le temps, la façon dont on travaille dans une certaine précipitation. Puis, il y a beaucoup de processus, justement, quand on parle d'être dans le par, travailler avec les gens pour déterminer par les personnes premièrement concernées les meilleures mesures ou les actions qui seraient les plus pertinentes, mais ça prend du temps. Puis, c'est comme c'est la difficulté à mettre ça en place dans ton travail parce que ce n'est pas le rythme de l'institution. Alors, je n'ai pas de réponse à ça, je veux juste partager parce que je pense qu'on est plusieurs là, dans les santé publiques de différentes régions. Puis, comment on fait ça? Un autre obstacle, en tout cas nous, dans la situation de Montréal, c'est on est loin du terrain. Comme santé publique, on doit passer par les CIUS. On est régional, donc il y a tout un ensemble, c'est structurel, mais c'est ça qui conditionne notre travail et notre capacité à agir aussi. Alors, voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres gens qui trouvent ça difficile.
le temps et l'espace, on va dire. Je ne peux que me plier au fait que c'est effectivement, je dirais que les structures aussi de financement exigent souvent qu'on arrive avec des lettres d'intention où il y a des objectifs, une méthodologie, etc. Alors que pour aller chercher la collaboration des populations pour développer la question et la méthodologie, on n'a pas d'argent. Donc, il y a certains fonds, de bailleurs de fonds qui commencent à s'ajuster à cette façon de fonctionner en donnant des fonds de préparation. Hein. Je pense que c'est vraiment aidant. Mais travailler avec les communautés, travailler avec les populations, ça prend le développement d'un lien de confiance qui, quand on est issu d'une institution comme la Direction de santé publique, c'est pas acquis. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait juste. Et ça fait que nos modes de fonctionnement sont presque toujours à l'encontre de ce qu'on voudrait faire bien. Et on espère que ça pourra éventuellement changer. Il y a une autre question de Caroline Massicotte ou un commentaire. La décriminalisation était aussi pour éviter des casiers judiciaires, mais n'est certainement pas suffisante pour enrayer la stigmatisation. C'est plus un commentaire. Il y a un élément de sensibilisation, de connaissance qui est inévitable à enrayer la stigmatisation, c'est-à-dire que les gens doivent... On en parlait aussi dans notre atelier sur les Canadiens noirs. Les gens ont peur ou stigmatisent ce qu'ils connaissent moins bien. Donc, on peut avoir des images moins stéréotypées et un discours public moins stéréotypé à travers les médias. Mais il y a quelque chose à faire au niveau de l'éducation dès la petite enfance. Nos enfants font de l'éducation à la citoyenneté, là. Il y a comme quelque chose là qui pourrait peut-être être porteur. On le souhaite en tout cas. Dernière question de François Desbiens qui dit « Bonjour FESCA, je veux que tu précises ton commentaire sur la difficulté des outils épidémiologiques à documenter ces problématiques. » Oui, en fait, peut-être que je peux prendre le temps maintenant. Merci François de me le rappeler. C'est que nos outils épidémiologiques sont faits pour mesurer un outcome au niveau individuel avec des défis individuels. Même quand on veut mesurer l'impact de nos interventions, par exemple, on va mesurer de façon désagrégée l'appartenance à un certain groupe et l'état de santé, par exemple. Mais c'est beaucoup mesuré sur le plan individuel parce que c'est la force des outils épidémiologiques. Alors que ce dont on parle depuis 2 jours, c'est l'impact des contextes, l'impact des éléments structurels. Et donc, comment est-ce que les éléments structurels peuvent être mesurés bien avec des outils d'ordre épidémiologique? C'est plutôt des études d'ordre écologique qui sont depuis toujours reconnus comme étant des outils extrêmement peu robustes, sont extrêmement critiqués par les gens qui sont les gens qui sont plutôt de l'école de pensée que ça prend des données pures et dures pour pouvoir faire ces associations. D'autre part, je pense que la bonne compréhension des enjeux vécus par les populations sont mal définis par des outils quantitatifs. C'est beaucoup le qualitatif qui nous donne une réelle compréhension de ce qui est vécu par les populations et donc des bonnes solutions. Je pense qu'on l'a vu hier dans la conférence d'Olivier qui nous mentionnait tout le travail qu'il a fait sur l'intersectionnalité était issu de travail
de méthodologie qualitative, alors que certains d'entre nous en santé publique sont plutôt des tenants assez stricts des approches statistiques, épidémiologiques, robustes, etc. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir regarder la force du qualitatif et des approches mixtes dans une bonne mesure et une bonne compréhension des problématiques. Donc, je m'arrête ici parce que là-dessus, je suis intarissable. Ça va? Il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Il y a Manon Blackburn qui dit enjeu aussi de polarisation des discours sociaux. Ginette Gagnon qui dit plusieurs des SPU ont joint les organisatrices ou organisateurs communautaires dans leurs équipes depuis longtemps. Ils ont développé des liens avec les populations vulnérables et stigmatisées. Y a-t-il une opportunité à saisir? Je ne sais pas si Ginette veut préciser son idée. Oui, en effet, depuis la fusion en 6, il y a beaucoup d'équipes d'organisateurs communautaires qui sont sur le terrain et depuis longtemps qui sont sur le terrain, qui ont développé d'ailleurs des liens de confiance, comme disait Faiska tantôt, avec les populations directement sur le terrain, les populations vulnérables et stigmatisées. Et là, quand on se disait, comment est-ce qu'on va faire pour impliquer, consulter, travailler avec eux, je pense qu'il y a probablement une occasion à saisir en travaillant avec les équipes d'organisateurs communautaires. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Ginette. Là, on m'avise qu'il faudrait passer à notre prochaine activité. Donc, désolée pour peut-être les questions en suspens. On pourra peut-être reprendre ça sur une base plus individuelle plus tard. Alors, j'aimerais tout de suite présenter les experts qui ont accepté avec beaucoup d'élégance à se soumettre à notre entrevue d'experts sur la question des politiques publiques pour une société plus inclusive et en santé. Donc, l'idée ici était de regarder avec deux personnes qui ont souvent qui sont un peu nos nouvelles vedettes. Je dirais certainement pour Mylène et David, sont dans la sphère publique quand même assez couramment. Et je pense que pour plusieurs d'entre nous, sont des modèles de personnes qui savent peut-être assez bien juguler ce paradoxe entre approche populationnelle et les enjeux de stigmatisation que nos approches populationnelles peuvent susciter. En fait, pour connaître ces deux personnes-là sur le plan un peu plus personnel, je sais que même si le personnage public doit avoir une approche populationnelle, c'est deux personnes qui sont très sensibles aux enjeux d'iniquité qui peuvent être soulevés par des approches trop mur à mur. Donc, on va se permettre de regarder avec eux comment est-ce qu'ils gèrent cette dualité qui est inhérente à leur pratique, comment ils l'appréhendent, comment ils la réconcilient et peut-être que ça permettra d'avoir quelques pistes de solutions sur comment est-ce que plusieurs d'entre nous pouvons mieux gérer ces défis dans notre pratique de santé publique. Malheureusement, pour des questions de temps, il n'y aura pas de période de questions. On va plutôt poser les questions à nos experts et écouter les réponses. Si vous avez des questions, des commentaires sur l'entrevue comme telle, peut-être qu'on pourra y revenir un peu plus tard dans le courant de la synthèse. Alors, je me permettrai tout de suite d'aller vers la présentation de Dr. Mylène Drouin, qui est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Depuis quelques années, elle agit à titre de directrice régionale de santé publique à Montréal. Qui ne connaît pas Mylène? Hein?
au Québec depuis la pandémie. Donc, mais avant d'agir comme directrice, elle a passé 10 ans au sein de la direction de santé publique et elle a travaillé à la gestion des situations d'urgence majeure de santé publique, telles que les inondations du printemps 2017 et plus récemment la gestion de la pandémie, évidemment. En plus de ses fonctions, elle a été au cœur de la mise en place de mobilisations intersectorielles telles que Montréal Métropole en santé et Montréal sans sida. Donc, Mylène est quelqu'un qui a vraiment un intérêt pour les populations plus sous-desservies. David Martin-Milot, je le présenterai tout de suite également. Et médecin conseil à la Direction régionale de santé publique de la Montérégie, les professeurs à l'Université de Sherbrooke et chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances. Et il travaille surtout sur les dossiers d'iniquité et les déterminants sociaux de la santé, l'accès aux services de santé, les approches participatives et les politiques d'encadrement des substances psychoactives. David Martin est aussi cofondateur des Jeunes médecins pour la santé publique et le président du conseil d'administration de Médecins du Monde Canada, une organisation pour laquelle il s'implique autant au niveau local et national que dans son réseau international. Donc, bienvenue à vous deux. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous soumettre à une petite séance de torture publique. Maintenant, allons-y tout de suite pour la première question. Donc, comme on le disait, en santé publique, tous les praticiens voient à un moment ou à un autre les effets contradictoires qui peuvent découler de nos actions populationnelles, sur, entre autres, comme c'est le sujet de la journée, la stigmatisation de certains sous-groupes. Alors, on aimerait que vous nous partagiez peut-être dans un premier temps un exemple ou une situation dans laquelle vous avez été confronté à ce paradoxe-là et comment vous avez choisi d'intervenir. Je demanderai à Mylène peut-être de commencer, s'il vous plaît. Oui, évidemment, je vais aller avec des exemples qui touchent la pandémie. Ça fait quasiment 2 ans que l'ensemble de ma vie tourne autour de ce sujet. Puis je vais vous parler d'un premier exemple qui est vraiment le moment, je dirais, clé et phare où on a mobilisé, je dirais, nos équipes, puis on les a même développées pour aborder ces enjeux de stigmatisation-là et surtout de voir comment on travaillait avec les communautés les plus touchées face à la pandémie. Puis le premier moment, c'était à la mi-avril de la première vague. Alors qu'on n'avait aucun dépistage communautaire parce qu'il manquait d'écouvillons, il manquait de tout. Et je recevais des appels à gauche et à droite des PDG de certains milieux, d'élus me disant « Mylène, les hôpitaux sont remplis et il y a une surreprésentation de la population des communautés noires. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on fait? » Et évidemment, il y avait toute la situation de Montréal-Nord. Donc, face à peu de documentation, un élément assez qualitatif, et évidemment, la loupe était sur les CHSLD, donc les médias n'étaient pas du tout encore sur la perspective des communautés les plus vulnérables. On commençait à le lire aussi dans la littérature. Les États-Unis ressortaient un petit peu ces éléments-là, mais nous, on n'avait rien pour documenter le tout. On s'y attendait par contre, parce que dans toutes les crises, on le sait que, évidemment, les inégalités s'exacerbent, puis que ces communautés-là. Puis je peux dire qu'on n'était pas prêt encore là, à voir comme à part de dire, OK, qu'on traduit nos outils, là, on n'était pas allé beaucoup plus loin à ce stade-ci pour adapter l'ensemble de notre offre de services. Donc, on le sait, ces populations-là vont être plus à risque et sont aussi, c'est pas qu'ils n'appliquent pas les mesures, c'est qu'ils ne sont pas en mesure sont unable et non pas qu'ils ne veulent pas les appliquer. Évidemment, il y a des enjeux de langue, il y a des enjeux liés au fait de situations de précarité qui font en sorte qu'ils n'iront pas se faire dépister par peur de manque de travail ou par des barrières d'accès qu'on connaît tous et qu'on a exposées. Donc, la première réaction, ça a été de se dire, bien, il faut essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain avec le peu d'informations qu'on a. Puis je pense que c'est dans toute situation de documenter et de rendre visibles certaines situations. C'est vraiment la base de notre rôle de santé publique.
Puis je tiens à souligner que le Québec a toujours refusé de mettre des questions liées aux communautés, entre autres racisées, mais à d'autres dimensions de populations marginalisées dans la gestion de la pandémie et dans la documentation des situations pour différentes raisons. Ça, on pourra en faire un autre chapitre. Mais tout ça pour dire qu'on avait très peu de données. Donc, l'idée, ça a été d'envoyer nos équipes sur le terrain. Il y avait quand même des cellules de crise, des premières cellules de crise qui se mettaient en place là, avec les partenaires intersectoriels des communautés locales. Sur le terrain, pour essayer évidemment de comprendre ce qui se passait et d'identifier des solutions ou des pistes d'action. Donc, il y avait évidemment toute la question d'adapter notre offre de service. On avait déjà commencé à traduire, on avait de la difficulté. Avec le temps, on a réussi à trouver l'ingrédient clé pour être capable de faire nos enquêtes multilangues en continu. Mais évidemment, il y avait toute la question de revoir nos services, de les rendre plus proximaux, de les faire connaître. Et c'est un peu à partir de là qu'est né les brigades communautaires qui ont été par la suite appuyées par la philanthropie, soutenues par nous. Nesrine l'a bien expliqué, là, il y a bien des paliers là, de santé publique dans notre structure montréalaise. Mais on a eu, dans le fond, à construire ces brigades qui impliquaient et qui engageaient des citoyens de ces communautés-là qui étaient soutenues par les CIUS et je vois que Farah est là. Il y avait tout un réseau des agents multiplicateurs parce que ces gens-là, on doit les outiller, les former et s'assurer évidemment parce que les messages changent à toutes les 2 semaines, donc de bien adapter et d'être très agile dans cette façon d'amener les messages sur le terrain, mais aussi de capter ce que la population sur le terrain nous rapporte comme besoin particulier. Et parallèlement à ça, on a eu à développer évidemment toute une offre de soutien avec la Croix-Rouge pour soutenir cet isolement-là, que ce soit à l'hôtel, de sécurité alimentaire, autres besoins, et tout un réseau d'organismes communautaires outillés pour accompagner les gens à remplir cette paperasse pour avoir accès aux primes, là, mais aux compensations gouvernementales, surtout fédérales. Donc, je dirais l'enjeu, c'est toujours de se dire comment on communique. Donc, parce que la loupe était sur la santé publique, sur la pandémie. Tout le monde cherche des petites histoires croustillantes dans surtout les médias. Donc, comment, je pense qu'on se doit dans nos communications pour gérer ce paradoxe-là de bien expliquer le pourquoi qui sont plus à risque, le pourquoi qu'ils ne sont pas en mesure d'appliquer les mesures pour éviter que ça soit « Ah, ben c'est à cause d'eux autres qu'on n'est pas encore dans le chenoute, ça va être plus long, puis il faut fermer nos restaurants plus longtemps parce qu'on n'arrive pas à contrôler. » Donc, je pense que dès le départ, c'est d'arriver à travers nos communications, mais ça, comme je dis, il faut le documenter, puis il faut avoir du matériel plus solide, et je dirais que ça, c'était un petit peu la faiblesse qu'on avait et qu'on a toujours, je dirais, même si on a quand même réussi à faire là, des beaux portraits plus avec des données écologiques, mais somme toute, je pense qu'on a à cheminer dans tout ça. Et le deuxième exemple, je vais y aller très, très court, c'est vraiment tout ce qui touche, parce que je pense que vous en avez parlé, là, le couvre-feu et les populations marginalisées. Et le seul élément, je dirais, différent dans celui-là par rapport à l'approche, ça a été beaucoup le travail intersectoriel avec le SPVM pour amener, évidemment, et s'assurer qu'il allait avoir une tolérance avant que l'arrêté ministériel soit changé et qu'ils nous disent bon, les communautés itinérantes ne seront pas touchées. Mais il y en avait d'autres communautés marginalisées que le gouvernement n'a pas nécessairement considérées. Donc, on s'est quand même entendu avec le SPVM pour dire non, il va y avoir une tolérance. Mais après ça, il faut que ça se rende à la communauté. C'est pas vrai que j'allais dire ça dans les médias. Donc, ça a été de travailler avec les organismes en qui les personnes font confiance pour que le message se passe et que les gens sur le terrain, les populations concernées comprennent qu'ils ne vont pas nécessairement être interpellés. Puis on avait autant les migrants qui travaillaient et qui avaient peur de rentrer le soir chez eux, les gens qui avaient peur d'être interceptés et pour lesquels il y avait peur de se faire interpeller puis qu'il n'y avait pas de papier et tout ça, travailleurs du sexe, évidemment, autochtones, itinérants. Donc, on avait toutes ces populations-là. Donc, moi, je dirais que c'est les deux grandes situations là, qui nous ont amenés et aussi à consulter une belle équipe avec plein d'expertise qu'on n'avait pas avant la pandémie et qui
va nous amener à devenir une organisation encore plus qui va travailler ce déterminant-là tranquillement, à un autre rythme. Oui, j'enchaîne. Faïchka, t'es en mute, mais j'ai compris que David. C'est bon. En fait, peut-être d'abord, je vais juste vous mettre en contexte parce que je vais vous parler beaucoup de l'approche de Médecins du Monde. En fait, c'est un peu pour ça, pour ce chapeau-là que j'ai été invité aussi. Peut-être, je vais vous parler un peu de recherche aussi et moins de la direction de santé publique. Je laisse ça à Mylène. Donc, dans le fond, Médecins du Monde, c'est une organisation humanitaire, mais qui travaille, oui, à l'étranger. On travaille en développement international. Mais on travaille aussi beaucoup, et c'est ce qui nous distingue de Médecins sans frontières, on travaille beaucoup au niveau national aussi, dans les 17 pays où on a des délégations. Donc, moi, je suis président de la délégation canadienne. Puis, on travaille toujours sur 2 fronts. Puis ça, je pense que c'est un élément clé par rapport à la présentation d'aujourd'hui sur le stigma. Les 2 fronts, bon, il y a les soins qu'on donne aux personnes et le plaidoyer. Puis, l'un est toujours lié à l'autre, l'un alimente l'autre. Pour renforcer vraiment les effets de chacun de ces deux types d'interventions-là. On donne des soins à des personnes qui sont désaffiliées, marginalisées, exclues des services et des soins de santé, donc beaucoup avec des personnes en situation d'itinérance parmi lesquelles les personnes autochtones sont surreprésentées, les travailleuses du sexe, les usagers de substances, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale très sévères, et qui habitent justement là, dans la rue, etc. Puis on travaille aussi avec des migrants à statut précaire. On a une clinique spécifique pour des migrants à statut précaire sur lesquels on travaille autant à la régularisation du statut qu'à donner des services préventifs, des soins aussi en santé. Et tout ça, en même temps qu'on fait un plaidoyer, on a une équipe de plaidoyer, une équipe de com qui se penche là-dessus sur tous nos projets. Donc, on vise vraiment un accès universel, mais vraiment universel. On dit qu'on a un système universel, mais il n'est pas vraiment, je vous dirais, malgré la loi sur la santé au Canada. Puis, donc ici, puis à l'étranger aussi. Dans le fond, pour répondre plus spécifiquement à la question, il y a plusieurs éléments. Peut-être je fais mon chapeau de chercheur d'abord. Les effets, je vais rester sur la COVID aussi, mais les effets des mesures COVID sur les populations en situation d'itinérance qui ont des problèmes de dépendance, en fait, ont été assez importants, surtout les effets. On avait un groupe de recherche qui s'appelait la GID COVID qui documentait spécifiquement justement les effets des mesures COVID sur les services en dépendance. Puis malgré le fait, puis on l'apprécie beaucoup justement que Mylène et son équipe ont dit que tous les services offerts aux personnes en situation d'itinérance étaient considérés comme essentiels, donc devraient être maintenus. Mais malgré ça, il y a quand même plusieurs services qui ont dû être fermés parce que, par exemple, on a pu voir des services de consommation supervisée qui ont été fermés par manque, temporairement, mais par manque d'approvisionnement en équipement de protection individuelle. Aussi, tous les suivis psychosociaux, de traitement de dépendance. En fait, les organismes communautaires n'étaient pas en mesure de suivre les consignes sanitaires. Donc, malgré le fait qu'ils auraient pu rester ouverts, vraiment, plusieurs ont dû fermer. C'en est un, le couvre-feu, en effet, aussi. Donc, on a été assez mobilisés autour du plaidoyer pour pouvoir sonner les cloches, être un peu le porte-voix ou porter avec les personnes en situation d'itinérance leur voix là, auprès des décideurs pour essayer de changer la situation. Mais je vais peut-être vous parler plus d'une expérience heureuse, disons, qu'on a eue là, par rapport à ça, qui était de rejoindre des personnes en situation de vulnérabilité par rapport à la vaccination. Ça aurait pu être un désastre, vraiment, là, dans le fond, où il y avait l'incertitude sur les vaccins, le niveau de littératie en santé qui n'était peut-être pas très, très important dans ces groupes-là, particulièrement par rapport à la vaccination qui est plus complexe, un système de santé qui est mal adapté aussi à des personnes, par exemple, en situation d'itinérance ou des personnes autochtones en milieu urbain. Puis aussi, bon, si on rajoute la couche autochtone, on sait en 1930, dans les années 1930, en fait, l'État a utilisé des personnes autochtones pour des tests de vaccins contre la tuberculose. Donc, il y a tout le colonialisme médical qui vient ajouter à la complexité de l'accès aux vaccins pour les populations autochtones. Puis, ça a quand même bien fonctionné. Dans les faits, il y a eu vraiment une priorité qui a été mise par les directions de santé publique de différentes régions, dont Montréal, Montérégie aussi, pour essayer d'aller dans les endroits, dans les refuges pour pouvoir vacciner les personnes en situation d'itinérance. Puis aussi, donc, on a des navigateurs autochtones chez nous, à Médecins du Monde, qui ont pu aller dans des organismes communautaires qui sont déjà des bulles de sécurité culturelle, finalement, pour les personnes autochtones, pour pouvoir aller donner ces services-là. Malheureusement, souvent, on est un peu ah oui, le communautaire, on va l'inclure après. Idéalement, on serait plus en amont parce qu'on pourrait prévenir beaucoup de dépenses peut-être qui sont faites et finalement on doit se réajuster.
ou des programmes qui causent préjudice, qui causent du stigma, qui après, on a à redéfaire tout ça pour donner un service qui finalement est plus sécuritaire d'un point de vue des stigmas ou de la discrimination. Et donc, vraiment, on essaie de jouer beaucoup sur le plaidoyer pour s'assurer que tous ces paragouvernementaux-là qui ne sont pas dans le système public contribuent, mais plus en amont peut-être aux décisions qui sont prises par rapport aux mesures. Puis justement, le couvre-feu en est un très bon exemple. Si on avait pensé avant, on aurait peut-être évité beaucoup de mauvaise presse, puis probablement des situations néfastes pour ces personnes-là dans le quotidien aussi. Merci, merci, c'est très riche. Puis comme vous avez répondu à toutes les questions par votre première intervention, je pense qu'on va d'emblée aller à la toute dernière question, qui était 3 ou 4 règles d'or de votre pratique. Je pense que vous en avez mentionné déjà quelques-unes dans les exemples que vous avez présentés, mais les praticiens qui participent à la conférence n'ont pas tous nécessairement votre rôle stratégique et donc ne sont pas nécessairement tous capables d'avoir autant d'influence que vous pouvez en avoir. Mais si vous vous disiez que dans une pratique d'un praticien de santé publique, un APPR, un médecin conseil tout ordinaire, quels seraient les conseils que vous aimeriez que les gens retiennent des exemples que vous nous avez donnés? Encore une fois, peut-être que je commencerai avec Mylène ou... Oui. Okay. Il y avait des éléments de ce que je voulais dire qui étaient dans la deuxième. Je vais faire un petit amalgame là, du volet des politiques publiques. Je pense qu'il y a plusieurs règles d'or. Il y en a une, comme je le disais, c'est qu'on doit, tu en as parlé tout à l'heure, FAISCA, au niveau épidémiologique, dans notre façon de comprendre les phénomènes, puis de l'intersectionnalité, dans nos plans de surveillance, notre façon de suivre les choses, il faut creuser un petit peu plus cette question-là et oser aller plus loin, même si c'est pas facile actuellement là, de tout mettre en branle, mais je pense qu'il faut garder cette perspective-là. Il y a toute la notion de revisiter un petit peu la façon de voir l'universalité ou l'adaptation de nos services pour les rendre universels. Donc, plus on rend nos services adaptés à ces différents contextes de stigmatisation-là, plus on fait ces analyses-là a priori. Là, on va parler d'une vraie, je dirais, universalité pour tout le monde. Moi, je faisais souvent le plaidoyer, mais je dis souvent au ministère, si le programme est développé pour Montréal et qu'il fonctionne bien, bien, après ça, il devrait être capable d'être déployé un peu partout. C'est sûr qu'il y a des particularités dans chaque région, mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que lorsqu'on développe un programme à Montréal, on doit considérer tous ces groupes spécifiques-là. On ne le faisait pas nécessairement dans une perspective d'intersectionnalité. On va essayer d'avancer vers tout ça. Mais je pense que ça nous permet après ça d'avoir de revoir vraiment l'universalité de nos services. Je pense que l'écoute et l'engagement de la population et des populations concernées, de leur redonner du pouvoir, de leur redonner une voix, et pas uniquement être dans un mode consultation, mais vraiment de voir à l'intérieur de nos organisations, nos processus, notre façon de financer, comme tu le disais tout à l'heure, comment on est capable là, de ne pas juste saupoudrer cette vision de l'engagement-là pour que ça soit beau puis qu'on va dire qu'on en fait, mais qu'on le fait réellement, parce que je pense que c'est là qu'on va voir des changements. Et l'autre élément, puisqu'on parle de politique publique, je pense qu'au-delà de nos plaidoyers basés sur la voix, évidemment, de ces populations-là, les données, il faut entretenir aussi nos relations avec ceux qui sont des parties prenantes de cette influence-là, qui pourraient être pour ou contre. Puis si je vais donner un exemple, mais dans certains dossiers, bien, si tu as réussi à parler au SPVM avant, puis tu le sais qu'il va collaborer, puis qu'il va aller dans le même. Après ça, quand tu amènes ton dossier au ministère, bien,
tu le sais qu'eux vont consulter le ministère de la Sécurité publique, puis ça va être, il n'y aura pas de... Donc, de travailler toutes ces dimensions-là, des partenaires autour qui peuvent bloquer ou qui peuvent faciliter, je dirais, l'adoption d'une perspective là, moins stigmatisante de nos politiques et de nos décisions. Je crois que c'est bon. Je vous invite aussi à... Moi, je dis souvent que mes plus grands apprentissages en santé publique se sont faits en dehors des bancs d'école, puis les programmes de résidence sont très bien. Ce n'est pas à propos de ça que je le dis, mais c'est juste que j'ai tellement appris justement dans le milieu de la recherche, dans d'autres programmes, en m'impliquant dans différents organismes communautaires, que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Puis, tu sais, chacun de mes chapeaux actuels, par exemple, a ses forces et ses faiblesses. Puis, en fait, si je vous dis ça, c'est parce que je vous invite justement peut-être à explorer d'autres fonctions que pour faire de la santé publique ailleurs, même là, de votre milieu de pratique, si vous avez le temps, l'énergie et les ressources pour le faire, bien sûr. Hein. Mais c'est certain que, par exemple, dans les directions de santé publique, oui, il y a une globalité des expertises, si on veut, il y a des leviers d'influence, mais il y a très, très peu de plaidoyer, malheureusement, dans nos directions de santé publique depuis quelques temps quand même, vu une structure qui est assez hiérarchisée. La recherche nous permet justement d'avoir une liberté académique intéressante, d'être à l'affût aussi des meilleures pratiques, mais c'est difficile d'être connecté aux instances publiques qui roulent vite, surtout dans des contextes de crise comme actuellement, où l'information doit être disponible rapidement. Puis dans le milieu communautaire, moi, c'est là que, puis c'est probablement ça qui a fait que je suis resté sain pendant cette pandémie de COVID, de pouvoir m'investir dans un véhicule comme celui de Médecins du Monde. Ça permet de nous plonger directement sur le terrain, dans l'action directe, qui peut-être là, nous manque un peu, surtout aux cliniciens qui l'ont connu dans le passé. Mais aussi la liberté d'action, un plaidoyer qui est plus assumé puis qui est mieux formé ou mieux informé plutôt. Mais c'est certain qu'il y a des champs de compétences plus limités, par exemple, par rapport aux données, collecter les données, surtout sur des populations qui sont invisibles parfois ou des populations qui sont exclues. Puis je pense que j'ai vu dans le chat aussi, c'est certain que les ressources financières ne sont pas si présentes que ça. On est bien au Québec, mais on pourrait faire mieux, je crois, avec des montants qui ne sont pas récurrents, qui ne nous permettent pas justement de bâtir vraiment une force de plaidoyer, de mobilisation pour réellement avoir un effet qui est plus grand, disons, ou une collaboration qui est meilleure encore là, avec les services publics. Mais c'est le premier élément, peut-être voir différents chapeaux qu'on peut avoir ou explorer différents milieux qu'on peut s'investir. Puis, qui dit milieu, qui dit stigma, qui dit changement social, transformation sociale, dit aussi plaidoyer. Il y a des outils qui existent sur le plaidoyer. Plaidoyer, c'est une science. C'est pas je vais essayer de convaincre mon ami puis je vais appeler ça du plaidoyer. Il faut le faire d'une bonne façon. Il y a des outils qui existent. Il y a Pour Rallier qui a créé un super outil web. Il y a aussi un guide du REFIP, du Réseau francophone international de promotion de la santé, sur le plaidoyer en santé qui sont vraiment bien. Le plaidoyer, ça fonctionne. Mais en Médecins du Monde, ça a pris 10 ans. Puis cette année, on a réussi à avoir la loi 83 qui donne accès à l'assurance maladie et à l'assurance médicaments pour les enfants de migrants en statut précaire. On est passé du jour au lendemain à avoir des tonnes d'enfants dans notre clinique de migrants en statut précaire pour des fois, c'était des éléments qui étaient ou des conditions qui étaient très légères, mais parfois, c'était vraiment des grandes conditions compliquées qui nécessitaient justement des ressources assez importantes dans nos milieux de soins. Donc, la loi a fait que du jour au lendemain, on n'a plus ces enfants-là parce qu'ils sont couverts maintenant par le système public. Le plaidoyer fonctionne. Je vous encourage vraiment à vous former dans ce milieu-là. Sinon, pour faire du pouce sur ce que Mylène disait, développer une compréhension fine des mécanismes d'exclusion et d'inclusion. Il y a des cas de référence super intéressants là-dessus. Par exemple, il y en a un, moi, j'avais toujours imprimé partout, je le montre à mes étudiants et tout ça, un cadre de l'évêque Harris Russell de 2013 sur en fond, qu'est-ce qui mène à l'accès aux services de santé. Puis on voit que c'est beaucoup plus que juste une interaction entre un clinicien, parce que c'est dans un contexte clinique, là, le cadre, un clinicien puis le patient, mais il y a tout ce qui vient avant. Puis c'est là qu'on voit justement toutes les logiques de discrimination ou d'exclusion qui s'appliquent. Il y en a un aussi sur le genre de Pedersen qui a été fait en 2014. Il y avait un atelier au JAS il y a 2 ans là-dessus aussi. Mais je crois aussi au dicton, et désolé pour l'anglais, le practice what you preach, dans le sens où on peut peut-être avoir un regard sur soi aussi. Est-ce qu'on a des pratiques d'équité, de diversité, d'inclusion à même nos institutions publiques? Je sais que c'est une grande machine, mais on peut quand même faire un travail pour essayer d'améliorer nos processus, que ce soit avec des écritures inclusives, que ce soit avec une représentation ou du moins une réflexion sur les logiques de discrimination qui mènent à l'embauche des personnes qui sont
ou la non-embauche des personnes qui sont dans nos organisations. Aussi, de se faire, d'avoir un outil d'analyse pour voir dans nos activités qui sont tellement rendues dans le quotidien qu'on ne s'en interroge plus tant que ça. Est-ce que ça crée des ISS ou pas? On est en train de faire un travail là-dessus à la DSP de la Montérégie avant que la COVID arrive. Puis on a pu découvrir des éléments ultra intéressants en termes de problématiques d'enjeux. On crée des ISS, malheureusement, avec nos interventions, mais avec des pistes de solutions, surtout qui étaient ultra intéressantes. Donc, puis sinon, bon, les approches participatives, je pense qu'on en parle beaucoup, mais après, il faut le faire. Puis, je ne sais pas combien il y a de directions de santé publique qui réellement ont des approches participatives dans leur processus, qui ont des comités d'usagers, d'experts de vécu ou qui soumettent leurs projets tôt à ces comités-là. J'ai l'impression que c'est très, très peu. Puis, on le dit depuis des années que les approches participatives, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, dans Médecins du Monde, on le fait. On a des navigateurs autochtones, des pairs aidants qui participent à nos décisions stratégiques de l'organisation. Ça fonctionne ultra bien. C'est vrai que c'est une structure différente, une culture différente, ça a des chocs, mais ça transforme notre organisation. Puis ça fait que quand on agit, bien, en plus d'avoir le souci pour les personnes qui sont exclues, bien, nos interventions d'emblée sont mieux réfléchies, ils sont mieux informés et ont des effets plus pérennes aussi chez ces personnes-là. Donc, ça se fait. Puis, peut-être justement d'avoir un poids ISS dans nos analyses de priorisation des dossiers et des enjeux qui sont traités. Je sais qu'il y a des travaux qui sont faits au ministère par rapport à ça, mais j'avais vraiment à le faire. Puis, au-delà de ça, bien, de vivre les principes de l'inclusion, donc de se centrer sur l'être humain plus que sur les processus, d'avoir une écoute active, de plaidoyer en faveur des exclus. Puis d'avoir des processus des modèles de gouvernance qui sont flexibles, puis qui sont autant que possible centrés sur l'être humain qui est devant nous. Ça ferait un peu ça mes règles d'or. Un tas de beaucoup de règles d'or, mais prenez ce que vous sentez qui est le plus utile pour vous. Mais il y a une façon de faire mieux, je suis certain. Merci beaucoup. Je suis désolée, je suis sûre que les gens ont des tonnes de questions. Il doit y avoir des tonnes de commentaires aussi. Là, je ne suis pas au fait du chat. Les facilitatrices peuvent peut-être me dire, est-ce qu'on a le temps? Les gens sont beaucoup intéressés à voir les liens vers les références mentionnées par M. Mulot. OK. Je l'ai envoyé, c'est dans le chat. C'est bon. OK. Donc, les outils. Effectivement, donc je pense que l'entrevue nous a permis de vraiment cristalliser sur des choses qui ont été mentionnées à multiples reprises. Mais il y a peut-être un élément que j'aimerais souligner, puis ça revient à la relation de confiance, c'est-à-dire que peut-être que comme praticiens de santé publique, nos instances sont un peu éloignées, puis travaillent dans des cadres qui sont un peu strict parfois. Il y a de plus en plus de pression politique aussi, de marché droit, là. Et donc, le travail en partenariat avec les organisations auxquelles font confiance les populations stigmatisées et plutôt que de se substituer à ces organisations, de travailler avec elles. Comme ça, quand on veut faire du participatif, ça va très rapidement. Tu vas voir ton partenaire qui, lui, il est dans le milieu et tu lui fais confiance. Donc, la confiance, il faut que les populations nous fassent confiance, mais nous, il faut qu'on leur fasse confiance aussi à leurs instances de participation, puis leur donner de la gouvernance puis des ressources. Donc, je pense que c'est une confiance qui se joue à deux. Mais merci infiniment. C'est vraiment très intéressant. Puis, on est très fiers de vous avoir comme collègue. En tout cas, je parle pour moi. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, je pense qu'on serait rendu à la fin, c'est ça? Il nous reste une dizaine de minutes, je crois, pour faire des petites activités de nuages de mots. Et puis là, je vais trahir mon âge, là, mais je n'ai aucune espèce d'idée comment ça marche. Donc, je vais lire je vais lire les notes qu'on m'a données. Alors, il s'agit ici de poser une question. Donc, vous voyez la question à l'écran et les gens doivent entrer sur Mentimeter, je pense. C'est-tu anglais ou c'est Mentimeter en ligne? Il s'agit de mettre un mot, un concept.
Et comme par magie, nous allons avoir la création d'un nuage de mots. Alors, la première question, s'agirait de voir ce qu'on retient des 2 demi-journées thématiques sur le thème de la réduction de la stigmatisation. Quels sont les concepts, les apprentissages que vous retenez? On vous laisse quelques minutes pour avoir accès au site et inclure vos mots, vos concepts. Et on va en discuter tout de suite après. Oh mon Dieu, c'est donc bien beau. Excusez-moi, je suis un peu épatée. C'est donc bien le fun. Donc, je pense que très clairement, il y a le mot au centre, intersectionnalité, malgré la difficulté d'allocution qui nous occasionne tous, semble être vraiment un thème clé. Et là, j'ai ça un peu petit. Je vais essayer pour pouvoir voir. Ah! Vous l'avez tout de suite enlevé? Est-ce qu'on peut le revoir? Donc, intersectionnalité, politique publique, éducation, inclusion. Donc, il y a plusieurs éléments qui ressortent sur les thèmes, les concepts qui ont été acquis pendant la conférence. Je pense qu'on pourrait passer, si vous le permettez, à cause du temps, encore une fois, j'aimerais peut-être qu'on saute à la 3e question. Parce que c'est celle des actions. Donc, une bonne conférence, c'est celle qui nous amène à changer nos pratiques. Donc, quelles actions concrètes pensez-vous que suite aux conférences, aux échanges que vous avez entendus, vous vous sentez en mesure d'initier pour lutter contre la stigmatisation dans votre pratique? Encore une fois, on vous laisse quelques minutes pour réfléchir et entrer vos mots. Donc, les mots qui identifient les actions prometteuses que les gens semblent avoir retenues, on a presque ex aequo plaidoyer, approche participative et sensibilisation. Donc, je pense que c'est intéressant. Écoute. Donc, travailler sur les politiques publiques, travailler avec les populations et aussi sensibiliser, avoir un discours qui est plus
inclusif et peut-être mieux expliquer les raisons pour lesquelles les populations exclues ont plus de difficultés au niveau des problèmes de santé et des difficultés au niveau de l'accès aux services. Donc, je pense qu'une bonne façon de communiquer permet beaucoup d'aider la sensibilisation de la population générale. Donc, je pense qu'on peut prendre 5 minutes pour discuter un peu entre nous. J'imagine que les gens ont peut-être des questions qui peuvent être dirigées peut-être vers nos experts ou de façon plus générale. Vous n'avez qu'à indiquer la personne à qui vous adressez votre question. C'est qui fait l'animation du chat? Il n'y a pas de questions ou de commentaires pour l'instant. Mon Dieu, les gens ont faim. C'est très possible. C'est très possible. Bon, mais je vais continuer à panne de café. C'est Manon qui dit ça. Ben oui, Manon. Ce que j'aimerais peut-être rajouter, c'est sur le discours. On en a parlé un peu, puis Mylène en a parlé aussi. Je pense qu'une des choses qu'on a besoin de faire mieux en santé publique, en plus de toutes les choses qui ont été mentionnées, c'est comment on parle du risque. On oublie, l'exemple qui était le plus frappant pour moi, c'était la question des personnes âgées puis le risque de COVID, comment ça a été véhiculé par nos élus et même parfois par nos praticiens, dans la mesure où on oublie d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Et donc, il suffit que de rajouter une petite phrase pour dire que les personnes âgées sont peut-être à risque de COVID, non parce qu'elles sont âgées, mais parce qu'avec l'âge vient une réduction de la capacité du système immunitaire. C'est vraiment pas long et ça permet vraiment de sortir de ces boîtes ou de ces carcans et diminuer le risque d'étiquetage. Donc, des fois, on trouve ça long de dire les personnes qui vivent en situation d'itinérance plutôt que de dire les itinérants, mais c'est tellement important pour mentionner le fait que la situation, elle est passagère, elle ne définit pas l'individu, mais elle définit ses défis. Donc, ça serait mon petit commentaire personnel. Là, je pense qu'il y a de l'accent sur le chat. Oui, il y a Jean-Sébastien Fallu qui dit « Et comment on parle de risque relatif sans mettre en perspective le risque absolu ?» Donc, pour faire écho à ce que tu disais, Peshka, et tenir en compte des effets pervers et iatrogènes des politiques. Il y a Caroline Alix qui dit « Les résultats des nuages de mots, le résultat était très intéressant. » C'est joli en plus. Moi, j'ai trouvé ça. On devrait faire des petits posters ou en tout cas, c'est vraiment très, très intéressant à voir. Donc, on pourrait peut-être passer au mot de la fin. Je pense que ça met un terme à cette activité scientifique. Je vais laisser Peshka peut-être dire un mot et on va conclure. Oui, excusez-moi. Alors, j'aimerais remercier pour terminer le travail du comité scientifique. Je peux vous dire qu'on a travaillé très fort, beaucoup de réunions, mais on a été menés de main de maître par Caddy et Geneviève qui ont travaillé avec une très grande rigueur pour nous s'assurer de la bonne tenue de toutes les activités. Donc, je pense qu'on a réussi à mettre en place, malgré le virtuel, quelque chose d'assez diversifié, peut-être pas suffisamment participatif étant donné le virtuel, mais elles ont travaillé extrêmement fort et je pense qu'elles méritent une petite main d'applaudissements.
pour leur grand travail. Elles vont sûrement se payer un bon bubble bath pour se reposer de tout ce travail. Le Bureau du Québec de l'Agence Santé publique du Canada et le comité organisateur des JASM ont aussi été très soutenants, donc on les remercie. L'ensemble des conférenciers, panélistes, des personnes qui se sont soumis à l'entrevue, tous nos animateurs, évidemment, tout le monde fait ce travail en plus de leurs activités. Certains d'entre nous sommes encore aux prises avec beaucoup de travail par rapport à la COVID, donc des longues heures, des longues journées. Merci, merci beaucoup à tous. L'intérêt, je pense qu'on a su rassembler autour d'une thématique vraiment intéressante des gens de milieux différents, de domaines différents, certainement des angles de pratique différents. Donc, merci beaucoup à vous pour votre participation et vos questions et vos commentaires éclairants. Est-ce que Caddy ou Geneviève veulent passer un dernier message? Ben, juste remercier tout le monde pour leur intérêt pour la journée thématique, leur participation active durant les 2 journées. Un merci spécial à notre comité scientifique qui a été là à tous les moments. Vraiment, ce fut un plaisir de travailler avec vous tous. Merci. Merci beaucoup à tous. Alors, bon appétit et bonne fin de journée.